L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Précédemment, dans l'apport collectif. Évidemment, c'est une règle qui est très équitable aussi, à la base. C'est certain que c'est le précepte. La concurrence est très équitable, c'est tout le monde part pareil. Il n'y a pas normalement de subjectivité du tout dans l'évaluation. Dans énormément de types de contrats, les fournisseurs, c'est simple, ils fournissent le prix. Bon, des fois, il peut y avoir une grille de conformité à remplir, mais lorsqu'on tombe dans l'appel d'offres qualitatif, ben là, c'est des questions, des grilles à... Juste en faisant une bonne estimation, souvent, ça va susciter des questions, ça va susciter le détail qui est à l'intérieur, ça va remettre en question certaines choses. Donc, Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'épisode 2 de l'apport collectif. Balado où 3 experts de la chaîne d'approvisionnement de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur point de vue, leur argumentaire sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et j'agirai à titre de modérateur. Les objectifs de l'apport collectif sont entre autres de valoriser la profession d'approvisionneur et d'offrir une source d'information aux professionnels œuvrant dans la chaîne d'approvisionnement du secteur public ou municipal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier pour votre support et commentaires positifs reçus pour l'épisode 1. Je suis convaincu qu'il y a un besoin réel pour ce type de balado dédié à la communauté appro. Mais sans plus tarder, il est maintenant temps de vous présenter nos panélistes experts. D'une approche similaire à Antoine, Maggie et Gabriel, nos panélistes d'aujourd'hui ont croisé mon chemin professionnel et vous allez certainement être impressionnés par leur connaissance à pro. Premièrement, Madame Marie-Michelle Boudria. Marie-Michelle œuvre en approvisionnement public depuis plus de 15 ans. Elle est actuellement directrice de la division des acquisitions, des infrastructures et des projets industriels au sein du service des approvisionnements de la Ville de Québec. Maître Patricia Girard. Maître Girard est assistante trésorière approvisionnement depuis janvier 2024 à la Ville de Saguenay. Maître Girard a préalablement été chef de division approvisionnement et conseille quotidiennement les différents services de la Ville dans leur gestion contractuelle. Et M. Alain Dubé. M. Dubé est chef de service gestion contractuelle et approvisionnement à Urgence Santé depuis 2019. Il détient une expérience de 35 ans dans la chaîne d'approvisionnement et en gestion de la logistique, dont entre autres dans le secteur de la santé et dans le secteur manufacturier. Mesdames et messieurs, veuillez prendre note que nos panélistes répondront au meilleur de leurs connaissances aux questions que je leur poserai. L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leurs opinions diffèrent de la vôtre à certains niveaux. Panélistes, l'épisode 1 était une introduction à l'apport collectif. Mais pour cet épisode, allons-y tout de suite avec un peu d'appro 101. Laissez-moi faire une petite mise en contexte. Afin de combler le besoin d'un requérant pour l'acquisition d'un bien ou d'un service, différentes étapes doivent être suivies avant la conclusion d'un contrat octroyé de gré à gré ou via un processus d'appel d'offres. L'étape qui va être considérée comme la plus importante dans le processus est la définition du besoin. Cette étape, c'est comme la fondation de votre maison. Une fois ton besoin cerné et défini, ton devis incluant les spécifications techniques doit être élaboré afin que les soumissionnaires soient en mesure de bien comprendre ton besoin. Ouvrons le panel avec les questions suivantes en rafale. Pourquoi est-ce si important de bien définir son besoin? Quels sont les impacts et les risques d'un besoin qui est mal défini? Et d'un devis ayant des spécifications et une estimation des coûts erronés. Commençons le tout avec Patricia. Patricia, c'est quoi les répercussions de ne pas bien définir son besoin pour le processus d'acquisition? Les impacts peuvent être majeurs pour le requérant, l'organisation, mais aussi pour le service des approvisionnements.
Ben, en fait, Patrick, les impacts à ce niveau-là peuvent être majeurs. Puis la définition des besoins dans un processus d'appel d'offres, c'est l'étape cruciale qu'il faut absolument pas escamoter ni même prendre à la légère. Dans un premier temps, ben, il est capital que la définition du besoin, soit le plus poussée possible, que les soumissionnaires potentiels aient le plus d'informations sur le besoin auquel ils ont à répondre. Également que l'information donnée soit claire et précise. Toute imprécision ou toute incohérence va se traduire nécessairement en un risque additionnel pour le fournisseur. Puis ben un risque en appel d'offres, on sait, ça se paye. Le fournisseur, lui, va pas prendre sur lui d'assumer ce risque-là. Il va refacturer plus souvent qu'autrement les coûts à l'organisme. Donc, par ailleurs, une définition claire du besoin du requérant permet également de s'assurer d'avoir des documents administratifs qui vont concorder avec son besoin, d'avoir des documents administratifs qui vont être eux-mêmes clairs et précis et dépourvus d'interprétations possibles. C'est essentiel puisque les coûts additionnels peuvent résulter de l'imprécision ou de l'incohérence entre les documents administratifs et les documents techniques. Puisqu'un contrat qui résulte d'un appel d'offres, c'est considéré comme étant un contrat d'adhésion. Si un doute existe sur l'interprétation du contrat, la loi prévoit qu'il va être interprété en faveur de l'adhérent, donc en faveur du fournisseur. Une contradiction peut donc avoir des conséquences importantes, puis la Ville se retrouve encore une fois responsable de ces frais additionnels. Et ça, en plus de tous les frais potentiels, s'il y a des modifications ou des changements qui sont nécessaires une fois le contrat octroyé, puisqu'on n'a pas été assez clair dans nos besoins et conséquemment, les fournisseurs ont mal compris. Tu as tellement raison, Patricia, et même Patrick, là, dans ton introduction, l'étape de la définition des besoins, c'est tellement important. Il faut passer le temps nécessaire à faire une bonne réflexion autour de ça. Pour plus précisément, là, pour répondre à la question sur les impacts et les risques d'un besoin qui est mal défini, je pense essentiellement à 3 éléments là, qui me viennent en tête, que je vous présente comme ça, là, sans ordre bien précis. Premièrement, le devis. En fait, pour ceux qui sont moins familiers, là, le devis, c'est l'extrait de l'étape de la définition des besoins. C'est le document dans lequel on met sur papier. Évidemment, on travaille plus papier, là, mais on couche à l'écrit là, notre besoin à combler. Et c'est un document qui fait partie intégrante là, de l'ensemble des documents d'appel d'offres. Donc, je ferme ma petite parenthèse. Donc, mon premier élément, là, c'est par rapport au devis. Ça permet aux soumissionnaires de comprendre les besoins de l'organisme puis de répondre à ces appels d'offres adéquatement en déposant des soumissions qui sont concurrentielles. Donc, lorsqu'on a un besoin qui est mal défini, ça pourrait mener à des soumissions qui sont inadéquates, en fait, qui répondent pas aux besoins, ou encore des soumissions dont le prix est trop élevé, trop bas, ou quelques soumissions qu'on n'est pas capable de comparer entre elles parce que les prix sont tellement distorsionnés. Alors, c'est une des conséquences là, d'un devis mal ficelé. Deuxièmement, le deuxième point qui me vient en tête, là, c'est que ça permet de diminuer les addendats en cours d'appel d'offres. Faut pas oublier qu'un appel d'offres qui a trop d'addendats peut générer de la confusion dans les documents contractuels, puis donc augmenter les chances d'échec de notre appel d'offres. En plus de ça, une multitude d'addendats risque de forcer le donneur d'ordre à prolonger son appel d'offres, ce qui peut placer le projet là, sur le chemin critique. Je dis ça parce que autant dans la loi sur les cités et villes que la loi sur les contrats des organismes publics, il y a une disposition qui oblige les donneurs d'ordre publics à prévoir un délai de 7 jours là, entre la publication d'un addenda qui a un impact sur le prix et l'ouverture de la soumission. D'ailleurs, à cet égard-là, à l'égard des addendas, j'ai le goût de vous donner un petit conseil par rapport à quelque chose que j'entends un peu trop souvent. Lancez jamais un appel d'offres en pensant que si le besoin n'est pas clair ou peu importe le contenu n'est pas suffisamment clair, pas grave, les fournisseurs vont vous poser des questions, puis on corrigera le tir en cours de route. Ben, de un, il y a les conséquences que je viens de nommer à ce phénomène-là, mais aussi, gardez en tête que les soumissionnaires, ça veut pas dire qu'ils vont vous poser les questions, parce qu'ils n'ont aucune obligation en ce sens. Et les questions qu'ils vont vous poser sont peut-être pas suffisamment précises pour bien mettre en lumière les lacunes là, de votre définition des besoins. Donc, passez du temps. Assurez-vous d'avoir un bon devis, une bonne définition des besoins et fiez-vous pas aux soumissionnaires en cours d'appel d'offres pour corriger vos documents. Sinon, oui? Marie-Michel, l'Autorité des marchés publics va vous le rappeler que vos besoins ne sont pas bien définis. C'est la première question que l'Autorité des marchés publics font quand il y a un dossier. Ils vont vous poser la question.
Prouvez-moi comment vous avez déterminé vos besoins. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Ben non, tu as tout à fait raison. Alors, faut être aguerri et il faut pas attendre justement qu'un fournisseur nous pose la question pour bien définir notre besoin. Tu as tout à fait raison, Alain. Finalement, mon troisième point, ben, c'est lorsqu'on omet une information importante dans nos documents d'appel d'offres, dans le devis, on risque d'occasionner des problèmes de rendement en cours de réalisation du contrat qui peuvent même mener à des litiges. D'ailleurs, quand on fait des revues de la jurisprudence, on s'aperçoit que la majorité des cas de litige trouvent leur source dans des enjeux liés à la définition des besoins. Bon, évidemment, les cas de litige, c'est peut-être le cas extrême. Hein? Tous les besoins mal définis ou en tout cas avec des lacunes de définition ne se rendent pas en litige, fort heureusement. Mais ceci dit, l'omission d'informations importantes là, dans le contrat peut vous obliger à devoir modifier votre contrat, ce qui entraîne évidemment des coûts supplémentaires qui sont peut-être pas souhaitables là, pour le donneur d'ordre. Rappelons-nous que quand on modifie un contrat en cours d'exécution, on est dans une négociation de gré à gré avec le fournisseur à contrat. Donc, la pression de la concurrence qui vient mettre une pression à la baisse là, sur les coûts, ben, elle n'est pas présente. Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'on paye vraiment le meilleur coût? Ça mérite de se poser la question. Puis même à l'extrême, ça peut même nous obliger à relancer un appel d'offres parce que autant la loi sur les cités et villes que la loi sur les contrats des organismes publics ne nous permet pas de modifier un contrat lorsqu'on en change la nature ou que ce n'est plus accessoire aux besoins. Donc, si jamais on se rend compte que notre émission est tellement importante qu'on dénature notre contrat par la modification qu'on doit faire, ben là, on se retrouve dans une situation où on doit retourner en appel d'offres, ce qui n'est pas souhaitable, évidemment. Donc, en somme, bien que je ne suis pas exhaustive là, dans ce que j'ai nommé, je pense que les trois éléments que je viens de vous présenter aideront certainement certains là, à convaincre leurs clients que l'étape d'analyse de besoins, c'est très important, puis il faut consacrer le temps nécessaire pour faire ça. Alain, avant que tu embarques, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Marie-Michel, parce que j'ai déjà vu ça dans mon passé. C'est souvent le requérant, il dit, regarde, c'est pas tout à fait finalisé le devis, mais peux-tu juste claquer l'appel d'offres sur SAO, puis on va faire des modifications en cours de route. Là. Au moins, on va claquer ça sur SAO. Donc, tellement souvent, j'ai entendu cette situation-là. J'ai envie de rajouter à ça que dans un marché où les fournisseurs ont bien assez de travail pour remplir leur calendrier, bien souvent, ça va les désintéresser carrément de l'appel d'offres, ils vont passer à autre chose. C'est pas clair, je comprends pas ce qu'ils veulent, poseront pas de questions, passeront un autre appel, puis ça va générer un manque de soumission à la fin de l'appel d'offres, donc on va manquer le tir. Absolument, vous avez raison. Alain? On parle d'appel d'offres, on parle de besoins, on parle de devis depuis le début, mais il y a une nouvelle chose qu'il va falloir rajouter dans cette détermination de besoins, c'est tout le côté éco-responsabilité et régionalisation des appels d'offres. Le gouvernement du Québec a pris une position l'an dernier, une position sur l'éco-responsabilité à raison de l'article 1 sur la loi du développement durable. L'objectif du gouvernement, c'est que dans les 2 prochaines années, c'est que 15% des appels d'offres qui vont être faits au Québec vont avoir une clause de développement durable dans celle-ci ou de régionalité. On n'aura pas le choix, on doit. Donc, quand vos gens vous reprennent leur appel d'offres, reprennent le devis de la dernière fois puis le ramènent, ben tu peux pas faire un copier-coller nécessairement. Je pense qu'il faut se rasseoir avec notre clientèle et prendre le temps justement de regarder comment on va rentrer des clauses d'éco-responsabilité dans ce dossier-là. C'est ce qui n'est pas facile. Il y a des avantages et des désavantages à faire de l'éco-responsabilité. Il n'y a rien de facile, c'est sûr et certain. Mais si on regarde les avantages rapidement, la clause, il y a une réduction de l'impact. Le but, c'est de réduire l'impact environnemental. Le gouvernement, c'est la recherche, c'est de réduire l'impact environnemental qu'on cause en tant qu'organisme public. Puis de ce côté-là, ça va faciliter justement des nouveaux produits, ça va faciliter des produits qui vont durer plus longtemps parce que vous voulez quelque chose qui dure plus longtemps. Donc, ça va réduire aussi l'empreinte de carbone qu'on utilise dans les dernières années. Puis, il y a une taxe au carbone, il y a toutes ces choses-là. Donc, on n'a pas le choix en tant qu'organisme de pouvoir le faire. Une autre chose aussi qui est là, ça renforce, puis on l'oublie souvent, ça va quand même renforcer la réputation de votre organisme. En disant tout simplement que votre organisme, justement, fait attention à l'éco-responsabilité, fait attention au futur. Il y a des gens qui souffrent d'éco-anxiété maintenant. Donc, il arrive un certain temps, de plus en plus, il va falloir justement, c'est une bonne publicité justement qu'on a en tant qu'organisme gouvernemental, qu'on a justement à cœur ce futur-là de nos enfants, de nos petits-enfants.
Donc, ça va renforcer la réputation. Il ne faut pas oublier aussi non plus le fait de demander des clauses d'éco-responsabilité va inciter les fournisseurs à proposer des solutions innovantes et écologiques. Souvent, on répète le passé, on répète la même chose. Les fournisseurs ont les mêmes produits, les mêmes emballages. Vous avez un carton dans un carton. Vous recevez une boîte d'Amazon, là, vous recevez un carton dans un carton, dans un carton, dans un carton. C'est pas l'éco-responsabilité. Il va falloir trouver des nouvelles façons de travailler. Il va falloir encourager la recherche et le développement. Il va y avoir des avantages économiques à long terme, il ne faut pas oublier ça. À long terme, le tout devrait mener à des économies grâce à des meilleures gestions de ressources et à des processus plus efficaces. Donc, l'éco-responsabilité va nous faciliter, va nous permettre des économies qu'on va avoir à la longue de ce côté-là. On a parlé des avantages, mais il y a des désavantages à tout ça. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable quelque part. Présentement, être éco-responsable coûte plus cher. Donc, je ne sais pas si dernièrement, la secrétaire du Conseil du Trésor a fait un petit webinaire qu'elle a présenté. Le gouvernement comprend que ça va coûter plus cher, mais espère qu'à long terme, il va y avoir des économies environnementales aussi. Il ne faut pas oublier ça. Il y a aussi le côté complexe d'analyse. On regarde l'éco-responsabilité. L'analyse des besoins de l'éco-responsabilité peut nécessiter plus de temps. C'est pas des choses qu'on est habitué de faire. C'est pas des choses que c'est pas. La plupart des approvisionneurs que vous allez voir aujourd'hui, par l'heure d'éco-responsabilité, ils vont ouvrir la bouche, ils vont de quoi vous parler exactement. Pas certain. Donc, c'est de nouvelles façons de travailler, c'est de nouvelles choses qu'on doit prendre en considération. Puis on n'a pas le choix. Puis la définition des critères environnementaux spécifiques peut être plus complexe. C'est pas aussi facile que quand on rentre dans ce compte-là, puis nécessite des compétences spécialisées. Donc, peut-être qu'on va devoir avoir des gens, peut-être aller chez des consultants. On regardera plus tard, tout simplement. OK? L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, il est peut-être difficile de trouver des fournisseurs qui sont prêts de le faire. Donc, c'est beau d'avoir des clauses, c'est beau de mettre des économies, des pourcentages d'économies si tu es co-responsable ou quoi que ce soit, mais c'est pas tous les fournisseurs. C'est une minorité de fournisseurs qui sont là. De plus en plus, les fournisseurs se dirigent vers là, mais ça peut vous allez avoir que des problèmes à avoir des fournisseurs qui ont justement. Donc, si vous mettez des clauses, mettez-les pas nécessairement restrictives ou des rejets automatiques, il est très possible que vous n'avez aucun. N'oubliez pas, quand on parle de besoin, d'étudier votre marché aussi avant de choisir les bonnes clauses. L'autre chose que vous avez, c'est vous allez avoir le greenwashing. Qu'est-ce que le greenwashing? C'est un fournisseur qui dort la pilule, qui dit que oui, je suis bon, oui, je suis vert, oui, je fais plein de choses, pour quand vous allez commencer à gratter la surface, d'apercevoir que ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, les fournisseurs vont peut-être essayer volontairement d'améliorer leur situation, justement pour avoir ces réductions-là, pour avoir ces avantages-là. Donc, faites attention au greenwashing. Ça nécessite une vigilance accrue. Ça nécessitera une vigilance accrue de votre part. Alain, ce que tu as dit tout à l'heure, là, oui. C'est ça aussi ce qui se discute aussi dans les organismes publics, c'est si on embarque là-dedans, ça va coûter plus cher. Ils n'ont pas le budget pour ça. Est-ce que c'est une mentalité à changer? Est-ce que c'est un business case à faire pour dire, OK, sur le coup, à court terme, ça va coûter plus cher, mais à long terme, tu vas sauver de l'argent? Je pense que tu as raison dans ce que tu dis à long terme. Si on regarde aujourd'hui ponctuellement, là, on a une société qui a regardé trop souvent, trop longtemps le ponctuel de ce qu'on fait présentement, puis on a oublié le futur. On comprend tous que le réchauffement planétaire est un problème, etc., etc. Puis ça, c'est dû justement à une non-éco-responsabilité de la première personne, les gouvernements, les municipalités, les organismes devraient être les premiers à donner l'exemple au reste justement de la société pour améliorer ce statut-là. J'aimerais vous entendre maintenant sur les options qui sont à la portée du service d'approvisionnement quant à l'analyse des besoins. Quoi faire pour connaître le marché totalement inconnu par vous ou le requérant? Je pense qu'un des outils qui pourrait être pratique là-dessus, Patrick, c'est que si tu ne connais pas ton marché, il existe des liens. On s'entend que l'Internet, dans mon temps, quand j'ai commencé, l'Internet n'existait pas. Hein. Je suis un des vieux de la vieille il y a 40 ans. Donc, les gens autour du panel sont tous trop jeunes pour bien connaître ça, nécessairement. Donc, l'Internet n'existait pas. Mais il y a quand même des experts, il y a quand même des gens, des consultants qui sont spécialisés dans ces branches-là, des gens que vous pouvez aller chercher pour vous appuyer à voir vos devis, à voir comment vous montez vos besoins, quels sont les besoins du marché actuellement, quelles sont l'offre du marché actuellement. OK? Il y a aussi des congrès. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des congrès, il y a de l'industrie, il y a des congrès des groupes médicaux, des congrès des municipalités. Donc, il y a des congrès. Par ces congrès-là, habituellement, il y a toujours des fournisseurs. Donc, il y a moyen d'avoir des entretiens avec des fournisseurs. Il y a moyen d'aller voir ces gens-là et de tester le terrain.
Une veille technologique, on parlait d'Internet. Google, là, vous tapez sur Google, vous allez sur ChatGPT, vous allez sur n'importe quoi, vous tapez une petite chose, vous demandez c'est quoi qui se passe présentement. Vous allez avoir des réponses. Puis quand je dis ChatGPT, c'est un des nombreuses intelligences artificielles qui commencent à exister. Donc, il y a plein de choses maintenant que vous pouvez utiliser de ce côté-là. À l'interne, vous avez des groupes de focus. Asseyez-vous, prenez le temps de vous asseoir avec vos gens à l'interne, prenez le temps de voir c'est quoi leurs besoins. Un approvisionneur ne peut pas monter, travailler facilement s'il ne sait pas ce qu'il achète. Vous devez quand même prendre le temps de connaître. Allez sur le plancher, allez voir ce qui se passe, ajouter des gens. Vous avez des ingénieurs, vous avez des gens de plancher. N'oubliez pas vos gens de plancher. Surtout, n'oubliez pas vos gens de plancher parce que c'est souvent eux autres qui comprennent à quoi ça sert et comment ils peuvent l'utiliser. Vous avez le benchmarking. Vous avez d'autres municipalités, d'autres compagnies ambulancières, d'autres gouvernements, d'autres ministères qui font la même chose, des choses similaires à vous. Ministère des Transports, vous avez une flotte de véhicules, appelez le ministère des Transports, ils vont se faire un plaisir justement de s'asseoir avec vous, de regarder comment eux autres fonctionnent, comment eux autres travaillent. Les municipalités ont des grosses flottes de camions aussi, dépendant des grosseurs. Trouvez-vous un comparable et prenez le temps de vous asseoir avec ce comparable-là justement pour pouvoir voir à quel endroit que vous êtes et qu'est-ce qui va se passer avec eux autres. Donc, n'ayez pas peur de communiquer. N'ayez pas peur d'aller chercher des informations ailleurs, justement, pour pouvoir de ce côté-là. Je rajouterais, tu sais, que nous, les approvisionneurs, ben souvent, on aime ça le faire, mais on n'est pas toujours obligé de refaire le monde non plus. Tu sais, sans nécessairement reprendre systématiquement ce qu'on a déjà fait dans le passé, sans analyse, sans révision, ben nos propres banques de dossiers, puis bien entendu, les appels d'offres qui sont faits par nos pairs et qui sont disponibles sur le SAO sont également une mine d'or d'informations, autant au niveau des stratégies d'acquisition que de la réponse qu'a donné le marché à leurs appels d'offres. Bien aussi d'avoir des contacts dans d'autres villes, puis partager de l'information en temps réel sur les mouvements du marché, ça peut aussi nous sauver bien des casse-têtes. Les hausses de prix, par exemple, dans les contrats de déneigement l'an dernier en sont un bon exemple. Dans mes contacts, il s'est passé beaucoup d'informations sur ces hausses. Ça aura certainement permis à plusieurs de revoir leur stratégie tout juste avant le lancement de leurs appels d'offres. Ah, c'est tellement vrai. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le réseautage, je fais du pouce sur ton dernier point, Patricia, le réseautage est tellement important. J'invite tout le monde à réseauter, participer aux activités justement aux activités de formation qui vous permettent de rencontrer des gens qui ont des réalités similaires à la vôtre. Peut-être que à court terme, au moment où vous faites l'activité, au moment où vous réseautez, vous n'avez peut-être pas de besoin d'échange, mais c'est sûr que ça va venir dans votre carrière, donc les liens vont déjà être tissés, donc très important. À ce que mes collègues ont dit, éléments sur lesquels je suis entièrement d'accord, j'ajouterais le fameux appel d'intérêt comme autre outil pour finalement faire une analyse de marché puis compléter la définition des besoins. Dans un appel d'intérêt, en fait, on peut demander aux fournisseurs d'évaluer puis de commenter le bien fondé et la clarté d'un projet de définition des besoins. En fait, on n'est pas obligé d'avoir tout compléter le devis puis d'avoir une version finale. On a le droit de publier un projet, une esquisse de définition des besoins pour aller chercher le input des fournisseurs puis évidemment bonifier notre document en vue de lancer l'appel d'offres. On peut aussi leur envoyer des hints sur les exigences qu'on va mettre les exigences commerciales qu'on va mettre dans l'appel d'offres. Donc, tout ça va être un input important. Vas-y, Alain, tu avais Oui, j'avais une question. On devrait-tu être précis dans un devis d'intérêt ou on doit être très vague de façon à ce que, justement, qu'on puisse ouvrir, sortir, avoir des fournisseurs qui sortent de la boîte, qu'on ne revient pas toujours à la même chose au même devis? En fait, les deux approches sont bonnes. Ça dépend de l'état d'avancement de vos réflexions, je dirais. Si on est tellement avancé, puis il y a des choses qui se sont cristallisées, tu sais, dans notre analyse, dans notre définition des besoins, ben il vaut mieux le dire parce que dans le fond, si on le dit pas, on n'aura pas de input, de retour de la part de l'industrie sur les choses qu'on pense être cristallisées. À l'inverse, par contre, si on est encore dans les premiers balbutiements, puis on veut chercher de l'input le plus large possible, ben c'est une bonne approche d'y aller plus vague. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, à mon sens. Évidemment, à mon humble avis, les deux approches se valent. Ça dépend vraiment de où on est dans nos réflexions, puis qu'est-ce qu'on cherche à obtenir de la part des fournisseurs. Aussi, évidemment, on peut utiliser l'appel d'intérêt pour demander aux fournisseurs de nous proposer des suggestions concernant des solutions de rechange possibles qui répondraient
évidemment à nos exigences qu'on aura préalablement mis dans l'appel d'intérêt. Parmi les autres types de solutions possibles, on peut aller voir est-ce qu'il y a des solutions qui sont plus éco-responsables. Puis là, je fais du pouce sur le propos d'Alain tout à l'heure, ou encore des solutions moins coûteuses, hein, parce que peut-être qu'une exigence fait en sorte qu'on va chercher systématiquement une gamme plus supérieure et c'est pas nécessairement de cette gamme-là dont on a besoin. Donc, aller chercher ces inputs-là de l'industrie, c'est super utile. Et troisièmement, on peut demander aussi aux fournisseurs de nous transmettre toute observation qu'ils ont là, sur notre projet de stratégie d'approvisionnement qu'on aura communiqué évidemment dans le document et toute autre condition là, sur lesquelles on veut qu'ils nous donnent un input. Par exemple, on n'est pas sûr, hein, on veut mettre une clause de pénalité parce que l'échéancier est tellement important. Donc, une bonne idée, ça serait d'aller voir, OK, c'est quoi l'impact pour l'industrie d'avoir cette clause-là? Puis l'input peut être intéressant parce que c'est pas dans tous les marchés que ce genre de clause-là fait du sens. Et je vais t'interrompre encore 2 secondes. Oui? Aurais-tu demandé un prix dans un avis d'intérêt? Dans moins un prix budgétaire, on devrait-tu aller là? En fait, c'est pas... Encore là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais il faut faire très attention quand on va chercher un prix parce que rappelez-vous que votre besoin n'est pas bien défini. Hein? Donc, un prix, toute exigence que l'on met dans un contrat, dans un appel d'offres ou dans un devis, là, chaque exigence a un prix. Donc, évidemment, si le besoin n'est pas ficelé convenablement, si on n'a pas tout inclus ce qu'on va demander en bout de piste et toutes les conditions commerciales ne sont pas définies, le prix qu'on va avoir budgétaire, même s'il est budgétaire, ça reflètera pas nécessairement la réalité. Donc, en tout cas, il faut le prendre avec des pincettes si on en demande. Je favoriserais peut-être plus un ordre de grandeur si on veut aller chercher là, des notions financières. Donc, ça serait à mon humble avis, la meilleure approche, là, d'aller chercher un ordre de grandeur plus qu'un prix budgétaire parce qu'il faut le faire attention. Donc, la richesse de l'information qu'on va collecter dans le cadre d'un appel d'intérêt, ça permet aux donneurs d'ouvrage de déterminer s'il y a lieu d'aller de l'avant avec les exigences qu'on avait en tête puis la stratégie qu'on avait prévue. Ça permet aussi de s'améliorer, d'améliorer la stratégie qu'on a proposée, puis d'améliorer toutes les conditions finalement sur lesquelles on s'est fait challenger par l'industrie. Ça permet aussi de devenir un acheteur qui est mieux avisé grâce à une meilleure connaissance des biens et des services qui sont offerts dans l'industrie. Puis dans le domaine évidemment qui nous intéresse. Puis ça permet d'identifier qui sont les fournisseurs potentiels, c'est-à-dire qui sont les fournisseurs qui sont capables de répondre en tout ou en partie à notre besoin. En partie, c'est tout aussi important qu'en tout. J'amènerais toutefois 2 bémols, 2 petites mises en garde là, par rapport à l'appel d'intérêt. La première, c'est que l'appel d'intérêt, faut faire attention, ça ne sert pas à justifier un gré à gré. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas de réponse à votre appel d'intérêt qu'il y a une absence d'intérêt de la part du marché envers votre projet. Ça peut vouloir dire tout simplement que votre timing n'est pas bon. Tous les fournisseurs sont hautement occupés dans des projets qui sont lucratifs pour eux. Puis évidemment, participer à un appel d'intérêt, ça garantit pas d'avoir un contrat. Puis il n'y a pas d'argent en bout de piste là, pour les fournisseurs de répondre à ça. Donc, faites attention. L'absence de réponse n'est pas une absence d'intérêt. Le deuxième élément, faites attention aux opérations séduction de la part des fournisseurs. Hein. Souvent, on a des shows de boucan suite à des appels d'intérêt. On a des gens qui nous répondent, qui nous proposent des solutions. On est emballé par ça. On a le goût de l'utiliser. Ça a de l'air beau, ça a de l'air génial, ça a de l'air de répondre à notre besoin. Mais l'appel d'intérêt ne sert pas à sélectionner un fournisseur, sert pas non plus à orienter notre devis vers la solution qu'on aime le plus, ne sert pas à choisir finalement de solution. Ça sert, donc, faites attention à ça. Vraiment, l'appel d'intérêt nous permet d'aller chercher l'information pour nous permettre de peaufiner la rédaction du devis, puis de nous assurer que notre appel d'offres va favoriser la concurrence. Donc, c'est tout le contraire que ça devrait faire, là, l'appel d'intérêt. Alors, voilà, c'était avec quoi je voulais compléter les propos de mes collègues. Merci Marie-Michel pour cette intervention et j'aimerais mentionner que l'appel d'intérêt n'est pas un outil qui va prouver qu'il te faut le produit X de la compagnie ABC parce qu'il est le seul produit compatible à tes besoins.
L'appel d'intérêt est un outil qui permettra d'avoir un dialogue non contraignant avec les compagnies offrant le type de produit ou service respectant potentiellement ton besoin. Ces précisions ou renseignements supplémentaires permettront au requérant de mieux définir son besoin dans le cadre de l'étape de rédaction des spécifications du devis. Donc, vous avez parlé, panélistes, de l'importance de bien définir son besoin. Il est important d'être clair et précis dans son énoncé. Un devis bien monté permettra de minimiser les addendas en cours de publication de l'appel d'offres. Nous avons aussi parlé d'éco-responsabilité et de s'orienter vers des produits plus durables afin, entre autres, de mettre en place des solutions ayant une empreinte carbone réduite. Merci, panélistes, pour ce premier volet. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions de questions pour nos futurs épisodes à l'adresse courriel suivante nationsupplychain@gmail.com. Et quant au prochain épisode de l'apport collectif, celui-ci sera disponible durant la dernière semaine du mois d'août. Donc, une petite pause estivale alignée avec la période des vacances bien méritée et on prend le tout pour l'épisode 3 avec Maggie Couture, Maître Antoine Martin et Gabriel Artaud. Soyez des nôtres et faites partie du mouvement pour la valorisation de la profession. Panélistes, continuons à décortiquer la définition du besoin et la rédaction du devis. Parlons de nos requérants. Certains les appellent des clients internes ou des demandeurs. Ceux-ci sont des spécialistes dans leur domaine, comme l'ingénierie, le marketing, les RH, et j'en passe. Ils ont un besoin à combler et doivent collaborer avec le service des approvisionnements afin de combler ce besoin. Dans mon livre à moi, il y a deux extrêmes en termes de requérants. Celui qui est allumé, habitué à faire affaire avec les appros, en contrôle de la situation et en mesure de sortir un devis qui est solide et qui cerne bien le besoin, les spécifications et les performances attendues. À l'autre extrême, nous avons le requérant qui n'est peut-être pas souvent sollicité à rédiger des spécifications, donc moins habitué va être peut-être plus porté à mentionner des marques que de décrire la performance attendue. Deux cas typiques extrêmes. Comment allez-vous supporter ces deux types de requérants? Un, définitivement besoin d'aide, mais votre rôle n'est pas de faire la rédaction du devis. En contrepartie, comment allez-vous travailler avec celui qui semble être en contrôle de la situation et qui vous fournit un devis à être tout simplement glissé dans le document d'appel d'offres? Comment allez-vous approcher et gérer les deux situations? Patrick, comme on dit, il y a deux types de requérants. OK, ton premier requérant autonome, bien préparé, habitué. Ton deuxième type, comme on disait tantôt, requérant qui a besoin d'aide à la rédaction, qui n'a peut-être jamais fait de devis de ce côté-là. Je pense que ton type, si on commence par le type de requérant qui est autonome, bien préparé, tu dois quand même vérifier son appel d'offres. Tu dois examiner minutieusement quand même son devis. Tu dois fournir pour t'assurer qu'il respecte toutes les exigences, les normes internes. Tu dois t'assurer justement que les informations qui ont écrit, qui sont là, sont des informations qui sont nécessaires, qui sont incluses à son devis, et non des informations qui pourraient se retrouver dans une autre partie, exemple au contrat, pour éviter les dédoublements. Donc, c'est pas nécessairement des experts contractuels, mais souvent, tu vas être capable de décerner, ça va être plus facile de décerner. Donc, ça va être facile de ce côté-là de travailler avec eux autres. Tu vas établir un processus de communication avec eux autres, t'assurer des rencontres une fois par semaine, tu vas les laisser plus libres, mais tu vas t'assurer quand même des cerner, des supporter, puis t'assurer de ce côté-là pour pouvoir travailler. Donc, tu t'assures justement que tu as le devis fourni dans le document d'appel d'offres, il va être fait d'une manière transparente, que tout est correct de ce côté-là. Puis, tu vas avoir besoin de donner un feedback minimal à cet utilisateur-là qui est autonome et bien préparé. Si le devis est bien préparé, tu vas limiter les rétroactions, tu vas faire des suggestions mineures, probablement de correction. Tu vas respecter son expertise parce que logiquement, il y a l'expertise pour pouvoir travailler. Tu vas respecter son expertise, son autonomie. Tu vas t'assurer justement que, parce que tu sais que la garantie de ce qu'il va te donner, probablement, c'est très bon. Parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, quoi que ce soit. Puis il va y avoir une cohérence dans le document final. Ça n'aura pas l'air d'un panier mélangé ou quoi que ce soit. Ça va le faire. Cependant, tout est le contraire pour un requérant. Donc, la rédaction, il n'est pas habitué de rédiger des devis. Donc, il va falloir que tu prennes le temps de lui donner de la guidance. OK? Il va falloir que tu prennes le temps de t'asseoir avec lui, lui expliquer peut-être même c'est quoi un devis, c'est quoi un besoin. Prendre le temps justement d'expliquer, fournir des exemples du devis réussi. Lui montrer de choses, des façons de faire. Il n'a jamais fait ça, donc tu dois partir à la base complètement, puis tu dois pouvoir lui permettre justement. Donc, expliquer c'est quoi les composantes d'un devis. Qu'est-ce qu'un devis, ça doit inclure? Qu'est-ce que ça n'inclut pas un devis aussi?
parce qu'il va y avoir des choses qu'il va pouvoir. Puis, veut pas, ben, tu vas devoir faire une rétroaction constructive beaucoup plus fréquente que tu faisais avant. Tu vas réviser les ébauches. Je vais demander au lieu de faire ça à la fin, tout simplement on disait avec quelqu'un d'expérience, tu vas peut-être demander son devis avant juste avant la version finale. Avec quelqu'un qui a pas d'expérience, ben, tu vas lui demander des ébauches de devis de façon plus rapide. Pour justement le corriger, l'amener, que tu n'arrives pas à la fin, tu dis, en passant, ce que tu as fait, c'est pas bon, on va recommencer à zéro. Donc, tu vas pas mal faire ton devis, tu vas l'amener tranquillement, tu vas y faire des corrections tranquillement. C'est comme quand quelqu'un écrit une thèse de doctorat, ben, souvent, il va s'asseoir avec son professeur de thèse de doctorat et le professeur va y faire des changements. Donc, tu fais un peu la même chose avec eux autres. Tu vas les encourager à apporter des modifications nécessaires par eux-mêmes. Tu vas leur proposer, tu vas les emmener. Tu es en mode d'enseignement, on ne va pas oublier ça aussi. Puis l'apprentissage, puis il faut que tu développes leur autonomie parce qu'une fois que tu fais ça avec eux autres, ben quelque part, tu veux que le prochain qui soit meilleur et le meilleur est meilleur pour les prochains à venir de ce côté-là. Oui, en fait, moi, je suis pas si certaine que l'approche doit être différente avec les deux types de clientèle là, à laquelle on fait référence. En fait, notre offre de service comme approvisionneur devrait être la même, là, peu importe la clientèle avec qui on fait affaire, soit des gens très habitués à faire des devis ou des gens moins habitués. Mais je pense que la grande différence va résider en la réceptivité de l'intervenant à recevoir les outils de l'approvisionneur, puis les conseils, puis être accompagné. En fait, le client qui n'a jamais rédigé de devis va nous demander beaucoup d'aide, un peu à l'image de ce qu'Alain vient de mentionner. Il va vouloir avoir de l'information sur c'est quoi un devis, des gabarits, des exemples, des modèles. Il va vouloir participer à des séances de remue-ménage avec son approvisionneur pour faire sortir un peu les idées de qu'est-ce qu'on devrait écrire dans le devis. Et ce client-là, ça, c'est ce qu'on apprécie comme approvisionneur, risque fort de vous interpeller beaucoup plus tôt dans le processus dès qu'il y a les premiers balbutiements de son besoin. Or, à la différence, l'autre client, ben, il risque fort d'aller un peu en vase clos, de rédiger son devis sans vous contacter, puis de vous interpeller seulement quand il est rendu prêt à faire un appel d'offres. Donc, peut-être un peu moins réceptif à vouloir, évidemment, votre accompagnement. Donc, je pense que la grande différence est beaucoup à ce niveau-là. Mais bref, peu importe à quel type de client on a affaire, à mon humble avis, il est essentiel de relire les devis. Puis Alain, tu l'as bien dit, là, parce que l'approvisionneur, son rôle, c'est notamment de veiller à l'intégrité du processus d'appel d'offres puis à la conformité du processus par rapport au cadre normatif. Puis le devis technique, on ne se le cachera pas, c'est le cœur des documents d'appel d'offres. Donc, ignorer son contenu, ben, nous permet pas de jouer pleinement ce rôle-là. Puis j'irais même plus loin en disant que l'approvisionneur, il y a une valeur ajoutée à réviser les devis de ses clients, et ce, peu importe le type de client là, auquel on fait face. Certes, comme tu l'as dit, Alain, il n'est pas là pour challenger les aspects très techniques précis là, que le client amène. C'est telle exigence technique, il y a 0.2 de différence avec. Il n'est pas là pour ça. Par contre, sa valeur, elle est beaucoup plus dans des éléments comme s'assurer que le devis est rédigé de manière cohérente avec le reste de l'appel d'offres. On pense notamment aux termes définis du contrat. Ben, quand on réutilise ces termes-là dans le devis, ben, c'est important d'utiliser les mêmes mots. Il est également là pour s'assurer que, puis ça tu l'as dit Alain, qu'on ne reprend pas les clauses du contrat parce qu'évidemment, on cherche à éviter les doublons, les contradictions. Il est aussi là pour proposer des stratégies d'approvisionnement puis des clauses contractuelles pour mitiger les risques vus à la lecture du devis. On se rend compte, OK, il y a tel enjeu dans ce marché-là. Ça serait bon d'aller chercher tel type de clause pour venir nous protéger en cas de défaut de la part du fournisseur, par exemple. Évidemment, il est là aussi pour s'assurer que le devis est clair et compréhensible. En fait, l'approvisionnaire, il est capable de se mettre dans la peau du fournisseur qui n'a aucune idée c'est quoi les us et coutumes de l'organisation. Et aussi,
il s'assure qu'il n'y a pas de termes vagues ou imprécis ou subjectifs là, dans la définition du besoin. Deux têtes valent mieux qu'une, hein? L'approvisionneur, même si le client est aguerri, il peut quand même s'assurer que le quoi, le quand, le où, le comment, de quelle qualité, tout ça, c'est bien présent dans le devis parce que l'approvisionneur a l'habitude d'en lire des devis. Donc, il sait quel genre de contenus sont normalement nécessaires dans ce document-là. Il s'assure aussi que on définit bien le partage du rôle et responsabilités entre les parties. Tu sais, par exemple, quand on retrouve des tâches à l'attention d'un fournisseur, il doit collaborer avec le donneur d'ordre. Ben, qu'est-ce que ça veut dire collaborer? C'est quoi les attentes précises qu'on a envers le fournisseur dans cette collaboration-là? Est-ce que c'est de regarder aller le donneur d'ordre puis de dire go, 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 continue? Est-ce que c'est ça, c'est le type de collaboration qu'on cherche où on veut qu'ils prennent le crayon puis qu'ils rédigent un rapport? Tu sais, alors, il y a toute une différence. Le devis appartient à qui? À l'approvisionneur, à l'organisation, au donneur d'ouvrage? C'est qui est le maître du devis en tant que tel? En fait, moi, je vois pas de maître du devis. En fait, le client initie le devis, à mon sens, mais par contre, l'approvisionneur collabore avec le client de manière à peaufiner, améliorer le devis. En fait, le devis appartient à l'organisme public, au donneur d'ordre qui lance l'appel d'offres, à mon avis. À mon humble avis, quelle est ton opinion là-dessus? Moi, je suis en plein accord avec vous. En fait, je pense que l'approvisionneur a un rôle qui est beaucoup plus en amont de la production du devis technique qui est à faire. De notre côté, à Ville-le-Saguenay, on a créé dans les dernières années un tout nouveau poste d'analyste en approvisionnement. On s'est bien rendu compte que les services sont très compétents pour connaître leurs besoins, mais il y avait beaucoup de difficultés quand même à exprimer ce besoin-là dans un devis technique, surtout pour un nouveau projet ou pour un projet d'envergure. On se retrouvait donc plus souvent qu'autrement avec un devis technique qui répondait pas dans un premier temps au cadre normatif qui nous est applicable, mais également qui n'était pas non plus conçu pour favoriser une saine concurrence. Donc, à partir de là. Ça, je ne vais pas t'arrêter, mais c'est pas une façon de déresponsabiliser ton donneur d'ouvrage, ton interne. C'est ton analyste qui va faire l'ouvrage, puis lui, il se lave les mains. Ben moi, je suis de l'avis à Marie-Michel, je pense pas qu'il se lave les mains. Moi, je ne connais pas le besoin du requérant. C'est lui qui va nous l'expliquer. Il y a un volet très technique. Par contre, je pense qu'on est les spécialistes du marché, on est les spécialistes du cadre normatif qui est applicable. Puis ça, ben le prendre en amont, ça évite beaucoup de problèmes. Okay. Donc, en fait, on reprend ce qui arrivait quand le devis technique arrivait chez nous pour des grands projets, c'est que on analysait le devis technique. Là, on se devait de leur expliquer du début, recommencer leur analyse de besoin, puis on devait comme décortiquer le devis qui était déjà fait, qui respectait pas nos règles, puis bien entendu avec tous les délais qui s'en suivaient. C'est à partir de là, on se faisait dire, bon, que la pro, c'est compliqué, vous l'avez déjà tous entendu, c'est sûr, qu'on ralentit le processus. Alors la première fois que j'entends ça. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, dans notre sac à outils, on a une panoplie de solutions qui peuvent permettre d'obtenir un résultat qui va répondre aux besoins du requérant, tout en respectant les règles applicables, puis en effectuant cette gestion des fonds publics. Donc, il fallait donc trouver une solution pour devenir un partenaire plutôt que de se faire voir comme étant un mal nécessaire. De là est née l'idée de créer le nouveau poste d'analyste en approvisionnement dans notre structure. Puis, ce professionnel-là, non, Alain, il ne rédige pas les devis techniques pour les services, mais il les accompagne plutôt dans leur nouveau projet ou dans leur projet d'envergure pour être en mesure de définir adéquatement, dès le début, le besoin du requérant avec lui. Puis par le fait même, parce qu'il participe aux discussions en amont, ça lui permet de bien saisir tous les enjeux qui vont être liés à l'acquisition qu'on va s'apprêter à réaliser, puis qui va établir une stratégie d'acquisition qui va être réellement adaptée. Il va également prévoir des mécanismes pour pallier aux enjeux à venir parce qu'il va les avoir entendus, compris, il va être capable de mettre ces mécanismes-là en place. Cet investissement-là, Patricia, avez-vous vu un gain de temps, un gain monétaire, de l'avantage? Parce que c'est un investissement, là, tu rajoutes quelqu'un qui n'avait pas de poste. Oui, puis là, on dit un gain de temps juste dans notre analyse à nous de ces devis techniques-là, parce que vous le disiez tantôt, là, nous, on refait cette lecture de devis techniques-là, on les réanalyse au complet. Juste avec cette économie-là,
Puis aussi de refaire toute l'analyse après ça avec les services, puis après ça, d'avoir des requérants qui sont réfractaires à nos services puis à notre travail. Bien, il y a une différence marquée, effectivement, dans ces nouveaux projets-là. L'analyste en approvisionnement n'est pas là pour refaire des dossiers qui sont très, très simples ou pas très élaborés, qu'on est capable que le requérant est très à même d'analyser par lui-même, puis après ça, qu'il vient juste venir se faire conseiller chez nous de temps à autre. C'est vraiment pour nos nouveaux projets d'ampleur où là, on veut pas se tromper, puis il y a vraiment une nouvelle stratégie d'approvisionnement à définir. Fait que, oui, ça a été clairement win-win, là, autant du côté de nos requérants qu'au niveau de l'approvisionnement, on a vu une nette amélioration dans nos dossiers majeurs. Je vous entends parler, puis aussi c'est notre rôle de s'assurer que le devis et le document d'appel d'offres fit ensemble. Si on veut pas que les deux documents se contredisent, Exact. comme des définitions, donc c'est notre rôle de compléter le travail aussi. Absolument, même je dirais, en tout cas, moi je n'apprécie pas voir un devis qui vient compléter une clause commerciale là, dans le contrat. Pensons à si on doit publier un addenda qui vient modifier une ou l'autre des clauses, ben est-ce qu'on va penser que dans le contrat, on parle aussi du même sujet que dans le devis, ou quand on a un litige avec le fournisseur, généralement, la première fois qu'on attrape l'information dont on a besoin, ben on dit ah parfait, on en parle ici, mais on va oublier qu'on en reparle aussi plus loin. Donc c'est super important qu'il y ait une cohérence là, entre les différents documents. Puis essayer le moins possible d'aller compléter de l'information dans le devis qui est déjà abordé. Là. Chaque chose a sa place dans un contrat. C'est important de respecter ça. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Marie-Michel, que quelque part, une clause un thème, une clause devrait se retrouver dans un seul et unique document et non à la grandeur de tous les documents disponibles. Parce que quand tu arrives un certain temps, plus tu rajoutes des clauses, plus tu as des chances qu'ils deviennent contradictoires. Si ces clauses-là deviennent contradictoires, ben un peu comme on disait tantôt, c'est si tu t'assois devant un juge un de ces jours, puis tu as des clauses contradictoires, le jugement, habituellement, s'en va toujours du côté du fournisseur, ça ne va pas du côté du donneur d'ordre. Absolument. Qu'est-ce que vous faites avec un devis qui a été rédigé par une firme externe? Est-ce que vous payez la firme externe? Est-ce que vous allez passer à travers le devis? On voit surtout en construction, mais c'est quoi vos mécanismes de défense? Oui, en fait, si je peux me permettre, pour les dossiers de construction, en fait, où on a un architecte ou un ingénieur au dossier, c'est bien que normalement, on refasse la lecture de l'entièreté des devis techniques. Dans le cas d'un devis qui est produit par un architecte ou un ingénieur externe, on ne refait pas nécessairement la lecture de l'entièreté. On va faire quelques petites recherches par mots-clés parce que, on n'a pas 100% confiance tout le temps. Mais surtout, c'est qu'on a développé, nous, un guide pour nos professionnels que l'on joint en amont à l'appel d'offres de conception. Dans ce guide-là, on leur donne les grandes lignes de ce qu'on s'attend de leur service en ce qui a trait à la rédaction des documents d'appel d'offres. On leur donne en quelques pages les règles qu'ils doivent respecter dans la rédaction des plans de devis, donc la terminologie à utiliser. Marie-Michel, tu l'as dit, là, assurer une cohérence dans cette terminologie-là. On parle également de l'intégration des clauses administratives. Donc, en fait, on les interdit, puis on leur dit que si jamais ils ont des clauses administratives particulières, ils devront faire l'objet d'un document à part qu'on viendra nous insérer dans nos propres documents. On vient également leur parler de toute la notion de description en termes de performance, donc les règles à respecter à ce niveau-là. Et on leur parle aussi de leur obligation de favoriser une concurrence dans leur conception. Puis, bien évidemment, là, on n'escamote pas un petit rappel sur les règles d'éthique. Donc, c'est un guide qui est super utile. Et puis, après, ça devient la responsabilité du professionnel de respecter dans la rédaction de ces documents. Ça nous évite beaucoup de problématiques puis de délais lors de la réception des documents des professionnels dans nos appels d'offres de construction. Mais je te dirais, Patrick, c'est pas mal le seul cas où on ne refait pas une lecture puis une analyse exhaustive de ce qui est transmis.
Oui, absolument d'accord. Puis nous aussi, là, en construction, c'est peut-être le cas un peu particulier. Puis on a à peu près une approche similaire là, à celle que vient de décrire Patricia. Mais pour les consultants qui sont dans d'autres domaines que la construction, dont leur responsabilité professionnelle n'est pas impliquée, ils n'ont pas cette même imputabilité-là, on vient faire à peu près le même exercice que comme si c'était un requérant, là, un client interne qui aurait rédigé le document. Par contre, quand on est au courant, évidemment, qu'on fait affaire avec un consultant, on essaye de l'attraper en amont qui commence son travail pour lui fournir à peu près le même genre d'informations là, que vient de décrire Patricia pour éviter justement des problèmes lors de la réception de la version définitive du devis où là, on veut changer bien des choses, évidemment, avec les coûts qui s'ensuivent. Donc, en l'attrapant en amont puis en lui expliquant bien comme il faut qu'est-ce qu'on s'attend, en lui donnant tous les outils, on évite bien des problèmes là également. Puis de notre côté, c'est un peu le même principe que Marie-Michel puis Patricia ont dit. C'est sûr et certain que si j'ai un consultant qui arrive, souvent on va lui faire un contrôle premièrement. Donc quand il faisait un contrôle, on va l'encadrer, on va s'assurer justement de s'asseoir avec lui. On va lui faire comprendre qu'il fait partie d'équipe de développement, que, comme on disait tantôt, que le devis appartient à l'organisation et non à lui et non au département. Donc, puis quelque part, qu'il va s'assurer justement que cette responsabilité-là, et on va prendre le temps de y expliquer comme si c'était quelqu'un à l'interne, de l'encadrer, comme si c'était un de nos employés approvisionnement en plus. On va jusqu'à ce point-là, c'est que cette personne-là travaille comme c'est un conseiller approvisionnement, il travaille avec les gens mais il travaille pour les approvisionnements, pour développer ce devis-là. Nous avons discuté en long et en large de l'étape de la définition du besoin, la rédaction du devis et le fait que le devis et le document d'appel d'offres doivent être en symbiose, et les outils disponibles afin de bien supporter son requérant. J'espère que cet épisode, mesdames et messieurs, vous a éclairci sur certaines interrogations ou problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien. Panélistes, merci d'avoir partagé vos connaissances et expériences. L'épisode 2 tire à sa fin, j'espère, mesdames et messieurs, que vous avez apprécié le contenu et les échanges. Marie-Michel, Patricia et Alain, merci de votre participation et votre contribution à valoriser la profession et démystifier certains aspects du métier d'approvisionneur. Remerciements aussi à notre partenaire, Chaîne d'approvisionnement Canada. Mesdames et messieurs, vous avez maintenant rencontré nos 6 panélistes qui reviendront d'une façon récurrente dans nos différents épisodes. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et tel que mentionné plus tôt, petite pause pour l'été et nous serons de retour à la fin du mois d'août où nos panélistes Maggie, Antoine et Gabriel poursuivront la mission de cette chaîne, soit d'être une source d'information de la chaîne d'appro du secteur public et municipal. Le but premier de cette chaîne est de vous offrir du contenu pertinent à la profession d'approvisionneur du secteur public et municipal. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie de l'aventure, faites partie du mouvement de la nation et aidez-nous à valoriser la profession. Encore une fois, merci, passez un bel été et on se revoit à la rentrée. Bon été, panélistes!